L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Perquisition à l'Élysée. Macron barricadé. Jean-François Copé. Humilié sur CNews. ZFE, défaite macronarde et l'interview de Philippe Murer. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Corinne Verneuil, Philippe Bohen, Jean Merle et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Perquisition à l'Élysée. Perquisitionner l'Élysée, mais pour quelle raison? Eh bien, la justice s'interroge sur l'attribution à la société Chart Cut Events de marché événementiel. Marché événementiel? Tiens, cela ravive des souvenirs. Emmanuel Macron a-t-il joué avec le code électoral depuis que Mediapart a révélé en 2017 qu'En Marche avait bénéficié de ristournes intéressantes de la part de l'entreprise d'événementiel GL Events jusqu'à moins 50% pour le meeting de la mutualité le 12 juillet 2016. Notamment, les adversaires du président de la République crient au scandale. Et il y a de quoi, parce que quelques années plus tard, le renvoi d'ascenseur. Paris 2024, GL Events a gagné 360 millions d'euros grâce aux Jeux Olympiques. C'est bien GL Events, le géant français de l'événementiel, dirigé par Olivier Ginon, ami de Brigitte et Manu, qui a remporté le contrat du siècle. Ginon est régulièrement présenté dans la presse comme un proche de Manu. Il a notamment participé activement donc à la campagne présidentielle de 2017. Détail assez révélateur, la justice n'a jamais été pressée d'enquêter sur ce qui ressemble à un conflit d'intérêts. Non, elle préfère une autre boîte d'événementiel. L'Élysée a été perquisitionné par la brigade financière anticorruption ce mardi à l'aube dans le cadre d'une enquête sur des marchés publics liés à des cérémonies officielles. Les enquêteurs s'intéressent au contrat de panthéonisation attribué à la même société pendant plus de 20 ans, sous Emmanuel Macron comme sous ses prédécesseurs. Chaque cérémonie aurait été facturée autour de 2 millions d'euros d'argent public de vos impôts. L'entreprise concernée, Shortcuts Events, a organisé ces événements de manière quasi systématique de 2002 à 2024. Oh oh! Derrière l'image de grandeur de la panthéonisation, une opération de com juteuse, mais qui l'eût cru? Oui, mon panthéon est décousu, et si cela continue, on verra peut-être des conflits d'intérêts. Entre ici, Badinter, avec ton sinistre cortège de psychopathes qui ont échappé à la lanterne. Oui, entre ici la monnaie pour shortcuts, ou pour financer peut-être mes campagnes électorales et mes comptes offshore. News, l'Élysée a refusé l'accès aux enquêteurs de la brigade financière anticorruption dans le cadre d'une perquisition liée à l'enquête sur l'attribution de marchés publics sur des marchés de l'événementiel. C'est très simple, hein. Tout ce que touche Emmanuel Macron se transforme en scandale. C'est une loi absolue. Petite remarque juridique, l'Élysée est protégé par l'immunité présidentielle. Mais le président a le loisir de laisser la justice faire son travail, comme pour l'affaire des sondages de l'Élysée. Que craint Emmanuel Macron? Je crois que vous avez la réponse. Quant aux réseaux sociaux, ils ont ressorti les bons vieux dessins. Manu, ne fais pas l'enfant, c'est fini! Et dire que certains députés ont refusé de voter la destitution. Quand l'étau se resserre autour du poudré, comment réagit-il? Toujours de la même manière, obstruction de la justice donc, ou mise en place de la censure. Le poudré va réunir les dirigeants européens pour accélérer la restriction des réseaux sociaux à l'échelle de l'Union européenne. Et puis, il
faudrait pas aussi oublier cela. La République des copains, comment Macron verrouille l'État avant 2027. À mesure que la fin de son second quinquennat approche, le président place avec minutie ses fidèles au poste stratégique. Objectif, anticiper une éventuelle victoire du RN l'an prochain, voire préparer son retour en 2032. Macron, tu le sors par la porte, il revient par la fenêtre. C'est Morpion, ascendant sensu. Quant à ceux qui le soutiennent, on a l'embarras du vocabulaire. Tocard, fond de cuve, lit de la politique, déviant sexuel, pervers, arriviste, et j'en passe. Tenez, prenez Jean-François Copé. Vous avez l'embarras, en effet, des mots. Il n'a pas été d'ailleurs très bien reçu sur CNews. Mais que faisait-il sur CNews? Vous avez la raison à l'écran. La mère de Meaux, pardon, lapsus, l'ex-mère de Meaux venait vendre son livre au titre, comment dirais-je, hilarant, grotesque. C'est selon quand les populistes trahissent le peuple. Trahir, Copé. Tiens, on se pince, mais comment ose-t-il? J'ai voulu comprendre, j'ai demandé à Grok un résumé de ce livre. Cela tient en une phrase. La France insoumise et le Rassemblement national sont des gros démagos. La réponse de Giscard. Le RN n'a pas le monopole de la démagogie. Et Jean-François Copé est un exemple illustre de démagogie. Voyez cela. Thèse Jean-François Copé contre les populistes. Ce sont des charlatans qui vendent du rêve au lieu d'un vrai traitement de fond. Comparaison avec Didier Raoult pendant le Covid. Que répondez-vous à ce bon LR soutien d'Emmanuel Macron ? On pourrait lui répondre que les mesures qui ont été prises par Macron et soutenues par Jean-François Copé, du confinement au pass sanitaire, étaient anti-science. C'est même confirmé aujourd'hui par l'OMS. Quant au pchout, mon Dieu, c'est le scandale du siècle. Pascal Praud lui répond. Macron, vous êtes des gens, vous savez tout, mais vous comprenez rien. Non, mais attendez. Mais je ne peux pas vous dire autre chose parce que dans notre échange, vous êtes incapable d'entendre ce que je vous dis. Je ne vous dis pas que vous êtes responsable. Oui, l'inversion accusatoire a ses limites. Les C, cela ose tout. Copé accuse les populistes d'avoir trahi le peuple alors qu'ils n'ont jamais été au pouvoir. Et lui, référendum de 2005, gilets jaunes, pass sanitaire, déficit XXL, baisse du pouvoir d'achat, submersion migratoire, la très grande trahison des LR, la destruction de l'école et de l'hôpital, j'en passe et des meilleurs. Il y a de nombreux synonymes de trahison, mais ceux à la mode, c'est LR ou Jean-François Copé. Joachim Le Floch Imad. Trahi toutes les promesses qu'elle avait faites à ses électeurs sur l'immigration. Les flux migratoires ont explosé et maintenant que la démographie du pays a changé, vous venez nous expliquer qu'il est beaucoup trop tard pour légiférer sur le voile, à rebours de ce que vous disiez en 2016 quand vous vouliez l'interdire jusque dans les musées, ce qui allait quand même très loin à l'époque. Jean-François Copé, avocat d'un géant de l'éolien qui attaque une petite commune rurale. L'ex-maire LR de Meaux et le conseil de l'allemand Windstrom qui réclame 44 millions d'euros à Puyroland, 200 âmes. Oui, si vous voulez voir le visage de la traîtrise, vous l'avez à l'écran. Gaulliste et avocat de l'éolien allemand. Oxymore, on est d'accord. L'Assemblée nationale devait se prononcer sur le rétablissement des ZFE. Vous savez, les ZFE, l'apartheid pour les classes populaires, voulu par ces européistes macronards ou escrologistes. Si l'amendement ne passe pas, c'est une grosse défaite pour les macronards. Allons à l'Assemblée nationale pour le vote. Très bien, je n'ai pas d'autres demandes de prise de parole. Je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis favorable du rapporteur. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du scrutin, votant 360, exprimé 341, majorité 171, pour 149, contre 192, l'Assemblée nationale n'a pas adopté. Fin des ZFE, victoire.
Antoine Ardan, donc, après le vote. Nombreux amendements pour supprimer de nombreuses structures qui ne servent à rien et qui coûtent très cher. Elles ont malheureusement pas toutes été retenues. Mais le plus important à retenir dans ce texte, c'est évidemment la suppression de cette mesure de ségrégation sociale que représentent les zones à faible émission, les fameuses ZFE, que nous sommes parvenus avec le groupe Rassemblement National, avec l'UDR et avec Identité et Liberté à faire supprimer de ce texte de loi et donc à supprimer définitivement de notre paysage national. C'est une grande victoire pour tous les automobilistes français, pour les entreprises et pour la France du travail. Et nous sommes fiers d'avoir porté en partie de nombreuses mesures de ce texte. Nous continuerons à nous mobiliser sur ce sujet pour vous défendre. Quant aux membres du gouvernement, ils enrageaient, comme Pierre Cazeneuve qui a pété un plomb. Le climato-sceptisme du Rassemblement national renforce notre dépendance aux pétromonarchies et à leurs amis du Kremlin. Allez, une bonne dose donc de Célérus et de Célébola. Voilà à quoi ressemble un macronard quand il n'arrive pas à faire passer une loi dont le peuple ne veut pas à 80% et qui a déjà été rejetée par le vote des élus plusieurs fois. La Macronie est un autoritarisme. Ils se fâchent tout rouge quand leurs impostures ne passent pas. Toujours les mêmes petites dynasties donneuses de leçons sur fond public qui s'accrochent au pouvoir. Comme Cazeneuve ne peut pas répondre sur le fond, il utilise des insultes et bien évidemment il ment comme un arracheur de dents. Il ne faut pas oublier que les voitures qu'il voulait interdire dans les centres-villes passent un contrôle technique. Il faudrait quand même le rappeler. Et puis tous ces macronards qui magouillent avec tous les pays du monde, comme le Qatar, coucou Dati, coucou Darmanin, qui ont fermé Fessenheim et qui sont très ouverts aux propositions de tous les lobbies, n'ont vraiment pas de leçons à donner. On ne boude pas quand même notre plaisir, hein. Les macronards enfoncés à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron qui est face à la justice, qui a failli être perquisitionné, et Jean-François Copé, qui a reçu de sacrés baffes. Oui, une bonne journée. Et en Irlande, me direz-vous ? La majorité gouvernementale irlandaise réduite alors que 2 parlementaires démissionnent en raison des manifestations sur le carburant. Le gouvernement n'est pas tombé, mais ce fut chaud. Après un débat houleux au Parlement, le gouvernement irlandais a remporté, entre guillemets, le vote par 92 contre 78. Sa majorité s'est réduite. Une victoire, oui, juste 14 traîtres. Et c'est une victoire à la Pyrrhus, oui, parce que le gouvernement, pour ne pas tomber, a acheté le soutien de certains députés en accordant des aides aux manifestants que ce même gouvernement avait juré de ne jamais donner. Cela n'a même pas suffi. Certains députés ont quitté les rangs donc de la majorité. Et les Irlandais sont toujours en colère. Une affaire à suivre. Je reçois des messages. Donald Trump a un plan. Vous ne connaissez rien à l'art de la guerre. Oui. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papalu. No comment. Pour bien comprendre les ravages de cette guerre, l'interview de Philippe Murer. Bonjour Philippe, on est vraiment très heureux de vous recevoir dans ces entretiens. Une actualité très lourde, une fois de plus. Une actualité marquée par la guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Il y a 3 semaines, on évoquait la folie de ce conflit. Et plus le temps passe, on a l'impression que notre diagnostic s'est révélé très juste. Quelles sont donc les conséquences tragiques de cette guerre entre l'Iran, Israël et les États-Unis? Alors, bonjour Louis, merci de me recevoir, ça me fait très plaisir. Les conséquences sont simples. Il y a grosso modo 15-20% du pétrole mondial qui ne passe plus, et donc on a un déficit de production. Pareil pour le gaz naturel liquéfié, et aussi les produits chimiques issus du pétrole, parce qu'il y a d'énormes raffineries et d'énormes usines de fabrication de précurseurs du plastique dans les pays du Golfe. Il y a aussi 30% des engrais qui sont bloqués, des engrais les plus importants pour la planète, et l'hélium qui est nécessaire pour les semi-conducteurs. Et rappelons que ça fait 6 semaines que ce conflit dure. 6 semaines, et plus ça dure, plus les stocks de pétrole, d'énergie, de produits chimiques s'épuisent,
Et donc, plus on va avoir des hausses de prix, des pénuries même sur certains produits, un krach économique et un krach financier qui devient probable. Et là, vraiment, on est en plein absurdistan. On a l'impression de se retrouver dans la crise Covid, la façon dont les élites occidentales managent cette crise. On a Trump. On sait que le détroit d'Ormuz, la fermeture du détroit, elle joue contre lui. Parce que ça veut dire qu'on risque d'avoir un krach économique, financier mondial très mauvais pour les États-Unis. Et le temps joue contre lui, et ben, il essayait d'ouvrir le détroit, et maintenant il explique, je vais fermer le détroit qu'il voulait ouvrir il y a quelques jours. Donc on est dans l'absurdistan, il joue contre les intérêts des États-Unis et dans les intérêts mondiaux, parce que c'est lui qui va craquer en premier au niveau économique et financier, avant l'Iran, qui de toute manière se soucie d'exister. C'est une crise existentielle et non une crise économique pour eux. Donc les données économiques, elles sont mauvaises. Aux États-Unis, on a une faible croissance. En France, on commence à avoir une forte détérioration de la consommation. Et la seule chose qui est très étrange, c'est l'amortisseur, en fait, pour le moment, c'est que les marchés financiers sont presque au même niveau qu'avant la crise, qui est gravissime pourtant. Voilà, donc on est en plein absurdistan, on peut le dire, tout le monde est paumé, tout le monde est perdu, les Français sont perdus, les Américains sont perdus et les dirigeants sont perdus. Mais cette crise, elle va être très importante. Malheureusement, et ça me fait pas plaisir de le dire, on aura des prix très élevés de l'énergie, et pour un certain temps, puisqu'il faudra du temps pour rouvrir la pluie, au minimum, avec une récession et de l'inflation. Jacques Sapir a évalué ça à 6 ou 7% d'inflation. Si les choses en restent là, on va avoir une crise alimentaire dans les pays pauvres et une inflation alimentaire très forte dans les pays riches à cause des engrais. Et pire, on aura des pénuries, parce que là, la crise dure depuis tellement longtemps et elle va encore un peu durer, on en est à peu près certain, vu les dernières annonces. Ça veut dire qu'il y aura des pénuries et donc des dislocations dans les chaînes d'approvisionnement mondial. Et donc des problèmes vraiment graves. Et la durée sera longue, puisque de toute manière, les puits vont rester. Il faudra du temps pour rouvrir les puits de pétrole qui ont été fermés. Après, si on rentre dans la guerre continue, elle reprend, elle continue, et on a une destruction des infrastructures de pétrole, de gaz du Golfe, c'est-à-dire 20% grosso modo des infrastructures mondiales d'énergie. Là, on rentre dans une crise apocalyptique avec un pétrole à 200-300 $, un remodelage complet de l'économie mondiale, des pénuries, des hausses de prix absolument dramatiques. Mais là, on rentre dans le chaos. En tant qu'économiste, on est incapable de savoir ce qui va se passer dans ces conditions. Je voudrais insister sur la dédollarisation. Il semblerait que la grande crainte des États-Unis, ce sont ces pétroliers chinois qui paient leur pétrole en yuan ou en bitcoin. Est-ce que vous partagez les craintes américaines à ce sujet? Oui, tout à fait. Il y avait déjà des craintes de dédollarisation, et j'en avais parlé avec Alain Juillet, qui a une bonne vision géopolitique. On parlait il y a un an de ça, on disait dans 10 ans, au rythme où ça va, il y aura une dédollarisation de plus en plus importante et le dollar sera plus la monnaie de réserve mondiale, en tout cas exclusive. Mais là, le problème, c'est qu'avec la guerre en Iran, les Américains accélèrent la dédollarisation. Parce que déjà, ils montrent qu'ils ne protègent pas les pays du Golfe. Au contraire, ils les mettent en danger, très clairement, de guerre. Et puis, il y a le jeu des Iraniens, très intelligent, qui est de dire, OK, on laisse passer les pétroliers s'ils sont facturés en yuan et s'ils appartiennent à la Chine, notamment, ou à d'autres pays. Donc, très clairement, ça va plus vite, plus loin sur la dédollarisation. Et de toute manière, les pays qu'on aime Trump ou pas, c'est pas le sujet, on essaie d'être factuel. Je veux dire, un empire, la première puissance mondiale, si elle déstabilise l'économie mondiale et le monde comme elle le fait, évidemment que tous les pays du monde vont avoir tendance à s'en éloigner, à éviter d'avoir trop de dollars dans leur compte et de passer à plus de monnaies alternatives. Voilà. Quand je parlais de crainte, c'était assez ironique de ma part, bien évidemment, car je ne suis pas pour le dieu dollar. En France, il y a évidemment des répercussions de cette crise et Le Cornu a communiqué en expliquant que c'était peut-être le moment de passer à la voiture électrique. Il a même proposé un leasing pour les pompes à chaleur. Certains jugent cette politique comme une forme d'harakiri. Est-ce que vous trouvez ce terme excessif? Pas vraiment, non, parce qu'il n'y a pas de politique économique. En fait, c'est des annonces de com en surfant sur la crise. En fait, du macronisme pur jus. Parce que la situation, c'est quoi? C'est qu'on a un record de faillite annuelle en France,
encore le mois dernier, et qu'avec la hausse des prix de l'énergie, évidemment, il est certain que ce nombre de faillites va encore continuer à augmenter. Alors oui, j'ai vu sur BFM il y a 2 heures 71 000. J'ai vu le même chiffre, exactement. J'en tire de la même source, et effectivement, qui sont les chiffres de la Banque de France derrière. Qu'est-ce qu'aurait dû faire un gouvernement sérieux? Commençons par là. C'est sauvegarder les entreprises françaises, c'est-à-dire la capacité de produire des richesses en France. Donc, il fallait absolument baisser les taxes sur l'essence. Il n'y a pas d'autre choix là-dessus, vu les prix de l'essence, du diesel, et combien ceci est dangereux pour les entreprises françaises, et ainsi que sur les ménages. Il fallait sortir du marché européen de l'électricité, il faut le rappeler. C'est-à-dire, si on veut un prix de l'électricité pas cher, de l'énergie pas chère, on peut diviser par 2 les prix de l'électricité en France en sortant du marché européen de l'électricité. Parce qu'on produit à 6 centimes et on vend aujourd'hui à 24 centimes. Alors qu'avant, on produisait à 6 centimes et on vendait à 11 centimes. On peut bien dire quand même que ce serait formidable pour les entreprises et les ménages français. Et puis, sur le long terme, il faudrait réfléchir à un plan sérieux, oui, d'autonomie sur l'énergie pour la France. Et un plan sérieux là-dessus, c'est produire du pétrole en Guyane. Il y a très probablement des masses importantes de pétrole en Guyane. La loi Nicolas Hulot nous en empêche. Eh bien, il faut supprimer cette loi, produire du pétrole en Guyane. La France n'a plus les moyens de faire croire qu'elle est un pays hyper riche, qui n'a même plus besoin de produire son énergie. De produire du gaz dans le nord de la France, on a le gaz de houille, et probablement du gaz dans d'autres territoires d'outre-mer de la France, et produire de l'hydrogène. On a dans le nord de la France, ça a été annoncé, le plus grand réservoir d'hydrogène du monde. Donc, mettre tous les moyens possibles pour aller vite, mais le faire bien, et pour exploiter cet hydrogène qui est une forte source d'énergie. Et après, OK, on peut faire de l'électrification et de l'économie. C'est intéressant, ça nous permet l'autonomie énergétique de la France. En plus, on a 20% d'électricité en trop en France aujourd'hui. OK, mais il faut le faire sérieusement, c'est-à-dire sur le long terme, pour préserver l'autonomie et pour du fabriquer en France. Parce que si c'est pour ne pas avoir de l'autonomie sur l'énergie du Moyen-Orient ou de la Russie, mais être dépendant de la Chine, ça n'a pas de sens. Et en plus, ça n'apporte aucune croissance, ça détruit la France. Voilà, donc le gouvernement français fait n'importe quoi, puisqu'on a vu qu'il y a la vente d'Atlantique, un gros fabricant de pompes à chaleur française, à un groupe nippo-américain qui est en cours. Quand on annonce qu'on veut vendre 1 million de pompes à chaleur en France, en plus subventionnées par l'État, eh bien au moins qu'elles soient françaises et qu'elles soient fabriquées par cette entreprise française en France. Donc on a des amateurs. On a des amateurs qui disent qu'ils veulent électrifier l'économie, mais avec une électricité hors de prix, ce qui est complètement contradictoire. Qui veulent des interdictions de chaudières au gaz après l'interdiction des chaudières au fioul. Et ça va poser évidemment des problèmes parce que tout le monde ne peut pas mettre une pompe à chaleur. Comment mettre une pompe à chaleur dans des immeubles? Ça devient très compliqué. Et puis, plus de voitures électriques. Les voitures électriques qui, pour le moment, viennent pour moitié de la Chine. Au niveau de D'ailleurs, je voudrais rebondir dessus puisque les Chinois sont en train d'acheter des usines européennes, notamment Volkswagen, des usines Volkswagen en Autriche. Ils amènent leurs voitures en 3 ou 4 blocs et ils les remontent et ils les vendent comme voitures européennes pour éviter les surtaxes. Exactement. Donc ça, c'est une absurdité parce que les voitures électriques sont principalement fabriquées en Chine, la moitié. Plus de pompes à chaleur qui vont devenir étrangères, plus de contraintes pour les Français, et ça c'est quand même un problème, avec des produits hors de prix, parce que les voitures électriques, elles restent quand même beaucoup plus chères que les voitures thermiques, tout le monde ne peut pas se les payer, c'est très clair, et puis les pompes à chaleur, c'est 15 000 €, pompe à chaleur eau, minimum 15 000 €, alors qu'une pompe à chaleur, alors qu'une chaudière au gaz, pardon, c'est 5 000 €. Voilà, donc, et tout ça avec pas d'autonomie pour la France, pas de croissance. Donc, on est là aussi en Occident, en France, dans l'absurdistan. Voilà. Donc, les voitures électriques, comme on le disait, près de la moitié des voitures électriques en Europe sont fabriquées en Chine. Il y a une explosion de la vente de voitures électriques chinoises en Europe. Aux États-Unis, il y en a zéro. Il y en a zéro. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des droits de douane suffisants pour continuer à produire et à favoriser leurs constructeurs automobiles. En Europe, les droits de douane sont beaucoup trop faibles. Donc, on a une explosion des voitures électriques chinoises. Et j'ai retenu une phrase, et j'en ai fait un tweet, des PDG de Toyota et de Honda qui disent « On ne peut pas être compétitif avec les voitures électriques chinoises. C'est pas possible aujourd'hui. Donc, nous allons crever. Il faut se protéger. »
quand on pense au PDG de Toyota, la boîte la plus efficace au monde sur l'automobile, qui dit ça, il est très clair que les dirigeants européens devraient l'entendre et nous protéger. Et Mais il y a une chose qui est très importante sur les voitures électriques chinoises, c'est qu'ils ont quasiment le monopole des batteries. en Et plus, voilà. en Donc, plus, à en partir plus. de là, c'est un magnifique cheval de Troie pour conquérir le marché mondial. Mais les Français en plus, donc le Cornu a annoncé 2 voitures électriques sur 3, 2 voitures sur 3 qui seraient électriques vendues en France en 2030. Mais c'est absurde parce que premièrement, les Français n'en ont pas les moyens. Ils n'ont même pas les moyens de mettre de l'essence dans leur voiture. Il y a le problème d'autonomie des voitures électriques qui est quand même important quand vous partez en vacances ou quand vous faites des grands déplacements. Il y a le problème de la taille du réseau parce qu'en fait, si vous mettez des voitures électriques partout, c'est quelque chose qui est impossible. Imaginez au moment où les gens partent en vacances sur une autoroute Paris, Lyon, Marseille. En termes de puissance électrique qu'il faudrait dans les tuyaux pour fonctionner, mais vous faites sauter le réseau électrique français. Ou alors, il va falloir mettre 200 milliards d'euros de réseau électrique en plus et se ruiner en plus. Et puis, le prix des recharges, parce qu'ils veulent la voiture électrique, mais le prix des recharges, et je crois que c'est vous qui l'avez mis, Louis, c'est vous qui l'avez mis sur Twitter, c'est tout à fait juste, le prix des recharges, c'est pas du tout le prix de l'électricité à la maison, qui est déjà cher à 21 centimes, mais ils ont laissé faire le libre marché. Donc, on peut avoir des prix de recharge très, très chers sur l'autoroute. Donc, voilà. Donc, Jusqu'à tout 12 ça, euros c'est... Voilà. pour 100 km. Donc, on a une très mauvaise politique. C'est pas un plan, c'est pas du long terme, c'est pas étudié, c'est... Voilà. Oui, j'ai dit quelque chose. J'ai écrit que le Cornu était sur pilote automatique et j'ai défini pilote automatique comme celui qui obéit aux directives européennes. En fait, ils ne font plus que ça. On a l'impression qu'ils ne sont que le cabinet de com de l'Union européenne. C'est parfaitement juste, je ne l'avais pas dit, mais c'est exact, parce que l'Union européenne veut interdire le chauffage au gaz, au fioul, et mettre des voitures électriques partout. Et en fait, le Cornu surfe sur la crise pour avancer sur l'agenda européen. Et il y a les ZFE aussi qui arrivent à l'Assemblée nationale, je crois, demain ou peut-être même aujourd'hui d'ailleurs. Je crois que c'est aujourd'hui, alors même que les ZFE avaient été refusés par les députés, mais ils essayent une énième manœuvre antidémocratique pour imposer les ZFE. Donc les gens sont complètement appauvris en France, mais on va les forcer à acheter des voitures électriques ou à ne pas pouvoir rouler en ville et dans les agglomérations autour. On est dans l'absurdistan. Et j'ai fait une petite étude pour montrer l'absurdistan, par exemple sur les pompes à chaleur. Donc les pompes à chaleur, c'est vraiment un problème. Ça paraît intéressant, mais le problème, c'est que c'est quand même très, très cher, donc tout le monde ne peut pas se les payer. Ça coûte 15 000 euros, une pompe à chaleur RO, voire 18 000 euros à installer. Le problème que vous avez, c'est qu'avec l'électricité aussi chère qu'on a, eh ben, les économies que vous faites pour une maison de 100 mètres carrés, ça va être grosso modo 500 euros par an. Pour un investissement de 10 000 euros supplémentaires, voire 13 000 euros supplémentaires. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Par contre, effectivement, si vous voulez faire les pompes à chaleur, si vous mettez le prix de l'électricité 2 fois moins cher, comme on en parlait, en sortant du marché européen de l'électricité, là, vous gagnez 1 200 euros par an. Ça commence à avoir plus de sens. Vous voyez. Donc, ils sont en fait en train de déstabiliser, appauvrir complètement les Français avec des pompes à chaleur qui ne seront pas fabriquées en France, dans la précipitation. Et pour tout ça, ils vont mettre en place du leasing pour les Français qui n'ont pas les moyens. Donc, les Français qui n'ont pas les moyens n'auront même plus de chaudière qui leur appartient. Ils seront en surabonnement, dépendants. En fait, on se rappelle de Klaus Schwab, vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux. Quelque part, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, et il y a une statistique qui montre que les jeunes de 30 ans ne possèdent plus leur logement comme leurs parents ou leurs grands-parents. Il devient de plus en plus difficile quand on est jeune d'acheter son logement. Quels sont les facteurs qui expliquent l'éloignement des trentenaires de la propriété? Alors, c'est l'immobilier qui a explosé en termes de prix, au point d'atteindre des 6 000 euros à Lyon, quand Lyon, par exemple, 6 000 euros le mètre carré, alors que c'était 600 euros le mètre carré dans les années 90. 97, c'était encore 600 euros le mètre carré. Paris, on est à 10 000 euros en moyenne. Il y a un facteur immigration.
disons-le, flux d'immigration. Vous faites venir, parce que c'est un facteur qui n'est jamais, dont on parle jamais, mais vous faites venir 500 000 personnes par an en France. Vous mettez une pression à la hausse énorme sur les prix de l'immobilier, parce que en fait, ces gens ne dorment pas sous des tentes. Il faut bien les loger quelque part. Donc, vous avez un énorme facteur donc de hausse des prix de l'immobilier. En même temps, les salaires en réel, quand vous discutez avec les gens dans la vie réelle, on sent qu'il y a une pression très forte à la baisse sur les salaires. Je discutais avec un patron, un chef d'entreprise dans l'informatique, dit oui, j'ai honte. En fait, les jeunes sont mal payés. J'essaye de bien les payer, mais mes jeunes, ils habitent très loin. Ils peuvent même pas se loger en banlieue parisienne, à Antony, par exemple. Ils sont obligés de se déplacer, et de se loger loin parce que les prix sont trop chers. Donc, ils ont des salaires en baisse, immobilier en hausse. Les jeunes ne peuvent plus se payer un appartement, voire ils ont du mal, même dans les grandes villes, à payer une location d'appartement, quoi. Et donc, conséquence, évidemment, les jeunes ne font plus beaucoup d'enfants. C'est pas la seule, c'est multifactoriel, mais quand vous ne pouvez pas vous loger, évidemment que vous ne faites pas d'enfants. Donc, c'est vraiment gravissime, quoi. Et on donne rien à la jeunesse. Non, pas de salaire, pas de logement et pas trop d'avenir. Ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir réfléchir et inverser ce cycle un peu diabolique. Nouvelle européenne, Ursula von der Leyen, Soros, Emmanuel Macron, Nathalie Loiseau se sont félicités de la défaite d'Orban. Est-ce qu'ils ne se sont pas félicités trop vite? Je vois où vous voulez en venir, Louis, et vous avez raison. Parce qu'en fait, tout le monde s'est félicité en regardant. C'est le même amateurisme que Trump, finalement, en Iran, dans la guerre en Iran. Tout le monde se félicite que, en fait, il y a un successeur d'Orban, donc leur bête noire, Orban. Hein. Ce qui est marrant, c'est d'ailleurs la bête noire, c'est des gens qui sont très appréciés par le peuple, comme Orban. On peut en penser ce qu'on veut, mais le peuple l'a élu pendant 16 ans. Donc, Orban est parti. Sauf que le problème, c'est que Peter Magyar, on verra la politique qui tient, mais c'est un ancien du... Magyar a affirmé que sur les 90 milliards, il ne voulait pas payer la facture. En tout cas, les Hongrois ne devaient pas payer la facture et on ne le sent pas si, comment dirais-je, si enthousiaste de ces 90 milliards. Et ce qui a créé déjà quelques tensions avec Kiev. Alors évidemment, c'est à suivre. C'est peut-être une position pour ne pas trop heurter le peuple hongrois, qui était d'ailleurs qui est quand même très très anti-ukrainien. Hein. J'ai vu les sondages, je crois que c'est 70-80%. Exactement. Et Peter Magyar aussi est très prudent là-dessus. Il n'est pas du tout anti-russe, comme un Macron, ou comme un Keir Starmer ou une Ursula von der Leyen. Et il va peut-être pas. Bon, après, vous savez, l'Union européenne pourrait très bien faire un geste. La Hongrie, ça pèse pas grand-chose, c'est 10 millions d'habitants. Ça doit être 1% des revenus de l'Union européenne, des abondements au budget de l'Union européenne. Donc, ils peuvent très bien faire le cadeau de faire en sorte que les Hongrois ne payent pas leur quote-part aux 90 milliards de l'Union européenne. Je pense que s'ils peuvent obtenir ces 90 milliards pour préserver la continuité de la guerre, je pense qu'ils le feront. Mais ce qu'ils ont oublié, tous ces gens-là, ils disent c'est la défaite d'Orban, donc ça veut dire que ce modèle ne fonctionne pas, les Hongrois le détestent, mais les Hongrois ont laissé Orban 16 ans au pouvoir. Moi, je ne suis pas un admirateur d'Orban, mais souvent factuel. Il est resté 16 ans au pouvoir, il y a peut-être une légère fatigue, il n'a pas fait un score ridicule du tout, et franchement, c'est pas illogique que les Hongrois, au bout de 16 ans, aient envie d'un peu de renouvellement de leur classe politique. Oui, et surtout de quelqu'un qui est issu du parti d'Orban, parce que on a eu l'impression en lisant les journaux mainstream que c'était un libéral centriste, alors qu'il est quand même du camp conservateur. Il y a peut-être quelque chose qui a fait du mal à Orban, ce sont les résultats économiques, parce que les pays européens depuis 2020, depuis le Covid, souffrent. La Hongrie comme les autres, hein, il a peut-être aussi pâti de la politique européenne qui explique que les Hongrois se sont peut-être lassés. Ça, c'est une analyse personnelle. C'est pas faux, Louis. Et j'ai pris un petit peu de temps pour regarder les chiffres économiques de la Hongrie en détail, donc pour avoir des données. Donc le déficit public, il est entre 5 et 6% du PIB. Vous voyez, les Français qui croient qu'il n'y a qu'eux qui ont des déficits publics. Je rappelle que la Pologne, ils sont pas loin de 7% du PIB aussi. Donc en fait, c'est toute l'Union européenne qui va mal. Il y a une inflation forte, il y a une faible croissance,
il y a un problème démographique de baisse de la population hongroise et des naissances. Donc oui, ça va pas très bien en Hongrie. Et j'ai un ami qui vit en Hongrie et qui est quelqu'un d'assez fiable en termes de... et il m'a expliqué qu'effectivement, en Hongrie, il y a eu une vraie souffrance économique suite à la hausse des prix du pétrole, de l'énergie. Et ça explique aussi sans doute la défaite d'Orban. Et puis, au bout de 16 ans, il y a eu quelques réseaux de corruption, quelques affaires de corruption qui sont sorties. Ça explique la défaite d'Orban très clairement. Mais voilà, c'est pas une catastrophe et c'est un conservateur qui reste au pouvoir. En fait, l'analyse que j'avais, c'était en fait, d'être dans ce réseau européen. On est malgré tout entraîné par les décisions de la Commission européenne. Et Orban, comme un autre, même s'il a essayé de résister, d'avoir une défendre son peuple. Ouais, voilà, de défendre son peuple, mais la question, c'est qu'on est tous entraînés par les décisions de la Commission. Exactement. Et qu'est-ce que ça toute dit? l'Europe qui s'est appauvrie depuis à peu près 15 ans. Exactement. Toute l'Europe. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que la France. C'est même en termes de salaire bien pire en Italie, ce que souffrent les Italiens. Mais bon, on a un tel niveau de désinformation. Hier, je voyais un tweet de Barbara Lefebvre sur RMC qui expliquait qu'il y a que les jeunes Français qui émigrent. Alors, soyons factuels, il y a encore plus de jeunes Italiens qui émigrent. 150 000 par an, c'est les données de l'OCDE, alors qu'il y en a 100 000 en France. C'est pas bon en France, mais c'est très mauvais en Italie. Tout ça dans un contexte où en Italie, la population se réduit. Donc, pareil en Allemagne, pareil au Royaume-Uni. Donc, en fait, c'est une catastrophe globale européenne, très clairement. Et ce que ça montre, en tout cas, c'est qu'Orban a prétendu qu'il allait sauver la Hongrie en restant dans l'Union européenne. Bon, en fait, la Hongrie est aussi entraînée en restant dans l'Union européenne. Il n'y a pas réussi. Et ça affaiblit profondément la thèse du RN. On va être avec Orban, avec Mélanie, on va être des gens comme ça, et on va changer l'Union européenne de l'intérieur, on va sauver nos pays de l'intérieur. Non, la seule façon de sauver ces pays, c'est de revenir à du bon sens, à une politique nationale, c'est-à-dire une politique où vous protégez les Français. C'est la France d'abord et les Français avant tout. C'est ça la politique d'un gouvernement. Quand on est dans une telle mouise, c'est pas de penser seulement aux pauvres étrangers qui se trouvent à l'extérieur, en dehors de France, qui parfois d'ailleurs, avec des pays qui se développent alors que nous appauvrissons. C'est la France d'abord, les Français avant tout. Et la seule manière de faire ça, c'est de faire le Frexit pour être complètement libre sur le choix des lois qu'on va appliquer dans tous les domaines. Baisse des prix de l'électricité, baisse des prix du carburant, un grand plan pour qu'on achète du fabriqué en France, pour que quand on met des pompes à chaleur, on subventionne celles qui sont fabriquées en France. Pareil pour la voiture électrique. Voilà, un grand plan. Je voudrais juste rebondir là-dessus parce que j'avais discuté avec un cadre d'Alstom il y a quelques années et je lui demandais quelles sont vos difficultés. Pourquoi vous avez aujourd'hui des difficultés? Il m'a dit, mais Louis, c'est simple. Autrefois, la recherche et le développement étaient financés par l'État parce qu'on avait les marchés domestiques. On avait notre marché domestique. À partir du moment où l'Europe nous a empêchés d'avoir notre marché domestique, nos coûts de fabrication ont explosé. Donc, on a dû délocaliser. Voilà. Exactement. Et en plus, quand l'État met de l'argent comme sur les pompes à chaleur, les voitures électriques, etc., avant, ça revenait aux constructeurs français, donc qui eux-mêmes fabriquaient en France et payaient des charges sociales en France. Et donc, ça revenait au budget de l'État, c'était neutre. On pouvait se développer en étant relativement neutre. Aujourd'hui, on ne peut plus faire cette planification, on ne peut plus avoir des projets d'avenir. Et c'est tout le problème de l'appauvrissement qu'on a. Voilà. Donc, sortie de l'Union européenne, préférence nationale. D'abord, les Français d'abord, la France avant tout, et on s'en sortira. Tout le reste, en fait, n'est que du blabla. Exactement. Bien, écoutez, je vous remercie, Philippe. Un entretien passionnant, comme toujours. Et à bientôt. À bientôt. L'expertise est chez les souverainistes. Avant de se quitter, la rubrique fantasy, mais une seule vignette, parce que là, nous avons une championne toute catégorie. Info Live. L'énergie la moins chère est celle que l'on n'utilise pas. Waouh, quel leadership! Je vous laisse méditer sur cette pensée. Voilà, bonne journée, au revoir, à bientôt.